noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Bon, ça c'est dit. En fait, là, c'est Johnny Hallyday qui le dit. Le noir, c'est une couleur sombre pour aller avec les idées noires, idéale pour broyer du noir. Mais réglons une chose. Oui, le noir, c'est une couleur, comme l'affirmait Matisse lors de l'exposition inaugurée en 1946 à Paris. Si on peut qualifier quelque chose de noir, c'est que la couleur existe d'un point de vue culturel. Du point de vue physique, le noir, c'est l'absence de lumière. C'est la raison pour laquelle Isaac Newton l'a banni des couleurs en 1666. Il ne fait pas partie du spectre. 3 siècles de purgatoire. Le noir, il vient jamais seul. Dans la culture occidentale, son histoire est liée au blanc et au rouge, avec qui il forme une trilogie. Il fait la paire aussi avec le bleu, l'un et l'autre étant interchangeables. Il est compère héraldique avec le jaune et cousin romantique avec le vert. On a là les 6 couleurs de base de la culture occidentale. Oui, je sais, je vous entends me dire, Laurent, il existe tellement d'autres couleurs comme le rose, l'orange et le brun. C'est vrai, mais tout part vraiment de ces 6 couleurs-là avec le classement d'Aristote en 300 avant notre ère. Les autres, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, là, c'est des dérivés, tout simplement. Avant d'aller plus loin, merci à Geneviève C. Bergeron qui a rédigé la présente vidéo. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, il faut absolument lire le livre du grand historien des couleurs, Michel Pastoureau, Source essentielle. Aussi, toute la bibliographie se trouve en description de la vidéo, juste ici. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, on poursuit une série sur l'histoire des 6 couleurs de base en Occident, avec le noir de la nuit, du deuil et de Darth Vader. Luke, je suis ton père. La perception des couleurs, c'est plus qu'un fait biologique ou neurologique. C'est une construction culturelle et aussi sociale, et en plus, c'est historique. Les couleurs sont portées par l'imagination. Elles créent des émotions, elles nous lient les uns aux autres. Juste à penser aux drapeaux nationaux. Retracer l'histoire d'une couleur, c'est aussi suivre l'évolution de sa symbolique et de sa présence dans la culture matérielle, mais aussi dans toute la culture en général. Commençons par le commencement. Ça vient d'où le mot noir? Eh bien, il vient du latin « niger », qui signifie brillant, lumineux. Quelle ironie de parler d'un noir lumineux. Et ce n'est pas tout. Il y a un terme latin pour le noir, ater, qui signifie mat, sans éclat. Une seule couleur, 2 mots. On retrouve le même phénomène pour le blanc, mais je vous en parle dans une autre vidéo. Ça va venir. Éventuellement, on ne va garder qu'un seul mot. Un mot pour les amener tous, et dans les ténèbres, les lier, comme l'écrivait Tolkien. Et les déclinaisons sont multiples. Charbon, pétrole, jet, ébène, encre, réglisse, vinyle ou colle. Chacune évoque la couleur noire. La nuance, elle, vient du matériau, mais pas de la couleur en tant que telle. Une couleur aux 1000 visages. Bien qu'on associe le noir à la mort, il faut se rappeler qu'au commencement étaient les ténèbres. Plusieurs mythes fondateurs font référence à la nuit des origines. Par exemple, sans le noir, la création des chrétiens ne peut pas avoir lieu. Et ce sont les premières lignes de la Bible qui dictent, pour plusieurs siècles, le rapport de l'Occident avec cette couleur. Le noir précède la lumière, et c'est dans la lumière que Dieu se révèle. Rien d'étonnant à ce que le noir soit la couleur associée à son rival, le diable. D'entrée de jeu, le noir hérite d'un mauvais rôle. Scientifiquement parlant, on remplace le mythe de la création par le Big Bang. La peur universelle, une peur commune à toutes les civilisations, c'est celle du noir. La nuit, on ne voit pas les dangers, ceux qui sont tapis dans l'obscurité. C'est la maîtrise du feu qui va permettre à l'être humain d'apprivoiser la nuit au cours de la préhistoire. L'éclairage devient une préoccupation de la sécurité publique dès l'Antiquité. En France, c'est à Paris, sous Louis XIV, que l'on voit émerger l'éclairage urbain, de quoi mériter le surnom de « ville-lumière ». Mais ce surnom vient aussi du 19e siècle. Bien que les innovations technologiques se multiplient, la fonction demeure la même, repousser les ténèbres. Dès la préhistoire, avec la maîtrise du feu, les premiers pigments noirs apparaissent. Ils sont issus du processus de calcination du bois, d'os ou de minéraux.
Puis, on se met à utiliser l'oxyde de manganèse. C'est ce qui recouvre les murs de la grotte de Lascaux. Le noir, c'est la couleur associée au deuil et à la mort depuis l'Antiquité. Selon certains mythes antiques, le royaume des morts se situe dans les entrailles de la terre, là où il fait noir, bien sûr. Ce n'est pas sans rappeler l'enfer des chrétiens. La culture mortuaire des vêtements ou des objets rituels noirs nous vient principalement des Romains, une mode qui traverse les siècles. Cependant, l'apothéose de la culture du deuil, c'est au 19e siècle que ça se passe. Du côté de la teinture, oubliez les noirs bien denses et profonds. Les premières matières tinctoriales proviennent du charbon de bois, de la suie ou de certains végétaux. Difficile à répartir uniformément et à fixer dans la fibre textile. Le résultat est terne, voire sale, et donne davantage des teintes brunes, grises ou bleutées que du noir. Inutile de préciser que ces étoffes sont pour les gens du commun et non pour l'élite. Ce n'est pas avant le 14e siècle qu'on maîtrise l'art de teindre en noir. Et c'est la noix de Galles qui va permettre enfin d'obtenir des noirs bien noirs. La noix de Galles, c'est une excroissance qu'on retrouve dans les feuilles de chêne. Elle se compose d'œufs d'insectes et de sève qu'on récolte pendant que les larves sont encore à l'intérieur. On fait sécher et avec un bon mordançage, le tour est joué. On obtient une couleur unie et permanente. On importe la noix de Galles du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Europe orientale. Un produit de luxe, donc. Étrangement, c'est la demande pour les tissus noirs qui va expliquer l'offre des teinturiers, et non l'inverse. Je vous en reparle dans quelques instants. Le noir est associé à deux animaux en particulier, et tous deux ont une connotation négative. Vous devinez? Cherchez un peu. Le corbeau et le chat, bien sûr. Alors que le corbeau était le messager des dieux sous l'Antiquité, la chrétienté l'étiquette comme un oiseau impur. Ça remonte à la Genèse. Noé, après le déluge, envoie un corbeau constater le retrait des œufs. Au lieu de retourner auprès de Noé pour lui annoncer la nouvelle, le corbeau, en bon charognard, s'attarde sur les cadavres. C'est la blanche colombe qui va apporter à Noé le rameau d'olivier, annonciateur de la terre ferme. La dualité noir et blanc pur et impur prend forme. Le chat, pour sa part, n'est pas la boule de poils ronronnante qu'on a aujourd'hui domestiquée. Au Moyen Âge, il est considéré comme une créature de la nuit, rusée et imprévisible. Alors, si son pelage est noir ou foncé, il est le compagnon idéal pour les sorcières. Bien que la chrétienté ne lui donne pas le beau rôle, le noir est aussi une couleur monastique. Les bénédictins et les dominicains adoptent cette couleur-là, symbole d'abstinence, de tempérance, de pénitence et d'humilité. Dans la liturgie, le noir est également utilisé pour la messe des défunts et le vendredi saint, ainsi que pour les fêtes de pénitence comme l'Avent ou le Carême. Du côté de l'héraldique, le noir se dit sable, en référence à la fourrure de la martre zibeline, très prisée. Alors qu'au quotidien, le noir est pratiquement une couleur honnie, l'héraldique va lui permettre de redorer son blason. Redorer son blason. Oui, je sais, c'est une blague d'héraldique, ça. Excusez. Le sable est une couleur comme les 5 autres couleurs qui composent les armoiries. Elle n'est pas plus importante que les autres. Entre le 12e et le 13e siècle, c'est 15 à 20 des armoiries qui comprennent la couleur sable. C'est très peu comparé au gueule, au rouge, qui est présent dans 60 des armoiries, mais plus que l'azur, le bleu et le sinople, le vert. Les armoiries de l'empereur du Saint-Empire romain germanique sont d'or à l'aigle de sable depuis le milieu du 12e siècle. Comme quoi, l'aura négative du noir s'estompe tranquillement. Et la littérature s'y met également. Dans le cycle arthurien, le chevalier noir est un personnage principal qui souhaite cacher sa véritable identité pour montrer sa valeur. Tristan, Lancelot et Gawain sont tour à tour des chevaliers noirs, non pas des chevaliers de la mort, mais des chevaliers incognito. C'est le petit coup de pouce que le noir attendait pour devenir à la mode. Au début du 14e siècle, le noir devient la couleur des fonctions officielles qui est liée aux droits et aux lois, comme les juges et les avocats, et se répand à ceux qui sont au service de l'État et aux universitaires, puis aux bourgeois. Le noir n'est pas une couleur obligatoire pour exercer une fonction, mais elle sert de couleur distinctive pour marquer un statut social et surtout témoigner des vertus morales de celui qui la porte. Le 15e siècle, c'est le siècle du noir.
du noir princier, celui de la puissance et de la moralité. Quelques monarques l'ont adopté à la fin du Moyen Âge, comme Philippe le Bel et Édouard Ier. Mais c'est vraiment le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui va propulser cette mode dans les cours européennes. Puis les Habsbourg, dont Charles Quint, prennent le relais pour les 16e et 17e siècles. Il n'est pas de garde-robe princière sans noir. L'idée que le noir est une couleur élégante, raffinée et luxueuse, comme on le pense encore aujourd'hui, nous vient de ce noir princier. Tenues de gala et limousines en sont de bons exemples. Parmi les couleurs dérivées du noir, on compte le violet et le gris. Aussi appelé demi-noir, le violet est produit d'abord en plongeant les tissus dans des bains de teinture bleue et noire. Puis, les teinturiers innovent et vont à l'encontre des règlements de leur corporation, en baignant successivement les tissus dans la guède, puis la garance. Si ce n'est pas déjà fait, allez regarder les vidéos sur le rouge et le bleu où vous allez comprendre un peu tout ça. Le gris, pour sa part, occupe une position mitoyenne entre le blanc et le noir. C'est en fait une couleur de choix pour symboliser la joie et l'espérance au 15e siècle. On n'aurait pas dit ça, hein? Mais son règne est de courte durée. Dès le 16e siècle, il devient la couleur de la tristesse et de la vieillesse. C'est encore la symbolique qu'on lui connaît aujourd'hui. La réforme protestante va également contribuer à mettre le noir à l'honneur. Pour les protestants, les couleurs sont des artifices et l'expression ostentatoire du luxe. Quelle couleur résume à elle seule la sobriété, la modestie et l'austérité? Le noir, bien sûr. Accompagné du gris ou du blanc, le noir est sans conteste la couleur protestante. Les couleurs tapageuses comme le rouge et le jaune sont bannies, ça c'est sûr. Le noir est également couleur de la contre-réforme catholique. Bigots, dévots, puritains se parent de noir. L'opposition noir et blanc est récente. Jusqu'à la Renaissance, c'est le rouge et le noir qui s'opposent. Par exemple, à l'origine, le jeu d'échecs comprenait des pièces noires et des pièces rouges. Je vous en parle dans la vidéo sur le rouge. Allez la voir, fait 2 fois je fais référence, mais bref. C'est notamment l'imprimerie, encre noire sur papier blanc, qui va inscrire cette opposition dans la culture occidentale. Avant l'invention de l'imprimerie, au 15e siècle, les images sont colorées. Pensez aux magnifiques enluminures du Moyen Âge, par exemple. Pour sa part, l'imprimé présente des images et des gravures en noir et blanc. C'est ainsi qu'on développe des techniques entremêlant les hachures, les guillochures et le pointillé pour donner du volume et de la texture aux images. L'imprimerie d'abord, la photographie et le cinéma ensuite vont contribuer à mettre en scène un monde en noir et blanc. Le procédé Technicolor va révolutionner l'univers de l'image, bien que le noir et blanc conserve ses adeptes encore aujourd'hui. Côté science, en 1666, Isaac Newton bouleverse le classement linéaire des couleurs établi par Aristote durant l'Antiquité. Pour Aristote, le noir fait partie de l'axe des couleurs. Il est positionné à une extrémité de cet axe, alors que le blanc est à l'autre. Pour Newton, le noir est une non-couleur, l'absence de couleur. Encore des années difficiles pour le noir. C'est le courant littéraire romantique au début du 19e siècle qui annonce le retour du noir. Les héros romantiques revendiquent leur état de tristesse, la fatalité de leur destin, dans des décors de châteaux en ruine ou de cimetières glauques. Anne Radcliffe en Grande-Bretagne et Théophile Gautier en France sont des auteurs très caractéristiques de ce mouvement. Le noir fait aussi de la politique. On l'associe au fascisme par ses chemises noires de Mussolini, mais il est avant tout anarchiste, transgressif et rebelle. Et ce n'est pas un hasard si on lui associe la piraterie ou le mouvement punk et rock. En rafale maintenant quelques curiosités à propos du noir. L'usage du col dont on se sert pour maquiller les yeux remonte à l'Antiquité égyptienne, un des plus anciens produits cosmétiques toujours employés de nos jours. Au 19e siècle, la mode est aux souliers bien polis et surtout bien noirs. On a recours au nitrobenzène dans les cires à chaussures. Résultat, l'empoisonnement de ceux qui portent ces souliers vernis. La toxicité du nitrobenzène, mêlée à la chaleur et à la sueur dégagée par les pieds, provoque une cyanose qui peut être mortelle. Le constructeur automobile Henry Ford a refusé jusqu'à la fin de sa vie que son Model T soit d'une autre couleur que noir. Malgré la pression de la concurrence et des consommateurs, rien n'y a fait. Le noir pour toujours. Du moins, c'est ce qu'il voulait. Côté mode, c'est en 1926 que Coco Chanel crée sa petite robe noire. Dès 1930, toutes les maisons de haute couture en présentent des variantes, classiques et élégantes encore de nos jours.
La peste noire est une épidémie de peste qui frappe l'Europe entre 1347 et 1352. Elle fait environ 25 millions de morts. C'est au 16e siècle qu'on lui donne cette appellation, davantage en raison de l'aspect terrible de l'épidémie que pour des raisons médicales. Les contemporains lui auraient préféré grande pestilence. La chasse aux sorcières a une couleur au 16e siècle. Elle est noire. Et tout ce qui se rapporte à la sorcellerie est noir. Messe noire, magie noire, sabbat, etc. Même jusqu'au bûcher où ces femmes sont suppliciées. Le Vantablack est inventé en 2012. Composé de nanotubes de carbone, il est de couleur noire la plus noire, à 99,965 %, jusqu'en 2019 cependant. À ce moment-là, des ingénieurs du MIT proposent un noir à 99,995 %. Tout est une question de pourcentage. Tout le temps. Ainsi se termine cet épisode sur la couleur la plus obscure, au propre et au figuré, des couleurs de base de la culture occidentale. On va couvrir dans les prochains épisodes l'histoire du blanc, du jaune et du vert. Et si vous n'avez pas encore écouté les vidéos sur le rouge et le bleu, allez-y. Enfin, nous aimerions dédier cet épisode au professeur d'histoire Samuel Paty, qui avait rédigé son mémoire intitulé « Le Noir, Société et symbolique, 1815-1995 » et qui, on le sait, a été assassiné le 16 octobre 2020 dans des circonstances tragiques. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Geneviève C. Bergeron qui fait toujours un travail magnifique à l'écriture et merci à Will qui fait un montage, du moins je pense, magnifique. Allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment super. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye.